Salut guys, Faber Glass de MMA Talk et je suis là aujourd'hui pour faire de quoi que ça fait comme tellement longtemps qu'on n'a pas fait que je sais même pas si je sais encore comment faire. C'est mon preview de l'UFC 249 Ferguson contre Gaethje dans un title fight, une fake belt, là, bref. Et puis ben si vous me suivez un peu, là, vous savez mes opinions là, par rapport à cette carte-là, je suis pas down. Je suis pas down à cause de plein d'issues qui n'ont pas nécessairement rapport avec le coronavirus ni rien. Mais écoutez, regarde, vous allez écouter mes autres vidéos si vous voulez savoir pourquoi je suis pas down avec cette carte-là. C'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui. Je veux vous offrir mes analyses et prédictions complètes pour chacun des combats sur cet événement-là. Qui est stacked, oui, mais je me demande vraiment à quoi on va avoir le droit là en tant qu'événement, pour être bien honnête avec vous, parce que, man, tu sais, je sais pas à quel point tout le monde réussit à s'entraîner, je sais pas, peut-être des gars qui ont eu accès au gym, d'autres gars qui ont pas eu accès au gym, pas en tout. Je m'attends à des affaires bizarres. Bref, je m'attends à ce qu'on aille potentiellement à une carte que, tu sais, on regarde dans quelques années d'ici, et on se dit, hey, les résultats étaient un peu bizarres, il y a eu plein d'upsets, il y a eu plein d'affaires qui ne devraient pas nécessairement arriver, mais regarde, c'est arrivé pareil, puis je pense que tout le monde va finir par s'en mettre un moment donné. Mais bref, c'est ça. Mes analyses et positions complètes pour chacun des combats sur cette carte-là. On va y aller immédiatement avec le main event de la soirée. Tony Ferguson, Justin Gaethje. C'est un bon combat. Je veux tout autant rien savoir là, de ce fight-là que depuis le jour qui a été annoncé. Parce que ça fait littéralement 5 ans, comme je disais à tout le monde, que j'ai envie de voir Tony contre Khabib. C'est le seul combat qui me passionne. C'est le seul combat d'MMA que je vais vraiment m'exciter comme un enfant là, le jour qu'on va avoir la chance de voir ça. Les autres combats, je suis capable de dire, c'est un bon fight, mais je suis pas excité. Là. Je suis pas genre, Ferguson contre Gaethje, ça va être malade. Puis, oui, ça va être un bon combat. C'est deux gars qui sont pas capables de décevoir. J'ai quand même le feeling qu'un peu tout est fait en fonction que ça aille bien pour Tony Ferguson là, dans ce combat-là. De un, bon, on est en train de vivre la situation la plus bizarre qu'on a vécue depuis pas mal ever, je vous dirais, avec tout ce qui se passe en ce moment et tout. Puis ça fait que ça va être difficile de s'adapter pour les fighters. Mais s'il y a une personne qui est comme tellement bizarre à la base, puis qui est tellement bonne pour s'adapter dans des situations weird comme ça, parce que le gars, il est juste super weird, c'est Tony Ferguson. Tu sais, ce gars-là, il s'entraîne pas vraiment avec des gens à la base. Il est dans son gym, il lance des pneus, il fait des German suplex à des dummies, puis fait des squats sur des ballons avec beaucoup trop lourd de poids. Des affaires de même, mais c'est pas un gars qui a comme un training camp avec des partners puis tout. Donc je m'attends pas vraiment à ce que Tony Ferguson ait eu genre du mauvais training pour ce combat-là. Je pense que tout s'est comme quand même passé comme à l'habitude pour lui. Autant bizarre que ça peut être de dire ça. Et ça sera pas le cas pour Justin Gaethje. Justin Gaethje qui est un gars qui dit que lui il prend pas ça des short notice pis tout. Pis oui, c'est sûr qu'avec le temps, ben il a comme eu un full camp quasiment là, parce que tu sais, oui il a pris ça sur short notice une couple de semaines, mais là la carte a été repoussée comme d'un mois environ, du 18 avril au 9 mai. Mais c'est ça, regarde, je pense pas que Gaethje ça va être les bonnes circonstances pour lui. Puis oui, il est cave, on s'entend, là, il est super cave, Justin Gaethje. C'est pas parce que il est pas en top shape qu'il va pas foncer, puis essayer de mettre du dommage sur Tony Ferguson, le stalker, lancer des gros leg kicks, travailler en volume, essayer de toucher avec sa grosse main. Puis on s'entend. Ça va toujours être un match-up dangereux là, pour Tony Ferguson, Justin Gaethje, parce que Tony, sa grosse lacune, c'est la défense. Le gars sait pas c'est quoi, littéralement ne sait pas c'est quoi défendre, à peu près rien. Et Justin Gaethje frappe très très fort. C'est peut-être le plus gros cogneur que Tony va avoir affronté. Fait que considérant que Tony se fait quasiment melt à chaque combat, mais réussit à faire une roulade bizarre, passer en remettre, passer sur la vie de bouille, reprendre le contrôle. Tu sais, j'essaierai pas de me faire allumer raide par Justin Gaethje, voir si je vais être capable de survivre. Tony Ferguson is still gonna be Tony Ferguson, mais bref, c'est pas ça que j'essaierai de faire. Mais tu sais,
comme je disais, j'ai pas le choix d'y aller avec Tony. Là, le short notice de Gaethje qui dit qu'il prend jamais de short notice. Le fait que oui, tu sais, il est comme semi-vécu dans un gym, c'est en train d'être du monde, de comme briser les règles de distanciation sociale pour ce combat-là. Chose que t'as comme pas vraiment le choix. Parce que sacrément, man, c'est soit que tu t'en vas là super out of shape te battre contre la personne la plus dangereuse ou presque en MMA, ou que tu fais le training camp que tu peux puis tu passes proche de pogner le COVID, mais qu'est-ce que t'aimes mieux pogner si t'es Justin Gaethje, le COVID ou la pire raclée de ta vie aux mains de Tony Ferguson? Et le choix est là, je pense que moi aussi je prendrais le COVID avec lui, mais bref, regardez. Tout ça pour dire, Tony Ferguson est weird as fuck. La situation est weird as fuck. On dirait que c'est une situation qui est faite pour que Tony Ferguson ait du succès. Puis pour cette raison-là, je vais le choisir. Et je vais le choisir pas par TKO, je pense que je vais le choisir par soumission. On le sait, Tony il est vraiment comme... Dès qu'il y a du tie-up, il est très bon pour se lancer dans des darts, des anacondas, des front headlock choke quelconque. Très très bon de son dos. Je m'attends pas à ce que Gaethje l'amène au sol, mais je peux pas comme... genre omettre le fait que Tony risque de peut-être juste se crisser sur son dos un moment donné ou essayer un takedown lui-même ou juste dans le clinch, drop down puis essayer d'amener ça au sol pour essayer des soumissions, essayer des affaires bizarres. Puis comme j'ai dit, il est bon dans le clinch là, contre la cage, mettons à l'ender, puis de dommage, un petit coup de coude, un coup de genou, puis là quand l'angle va se lancer dans un dart puis va rouler pour amener son adversaire au sol puis finir ainsi. Donc j'ai Tony Ferguson par soumission, ça va être au round 4 d'après moi. Et ça nous mène au seul vrai title fight sur la carte, qui est probablement un des title fights les moins légitimes qu'on a vu. Je chialerai pas par exemple, parce que c'est vraiment plus légitime que Cejudo contre Aldo. Là, selon moi, José Aldo qui avait jamais même gagné un combat dans cette division-là. Puis oui, tout le monde presque a donné le combat contre Moraes. Pas moi, mais je suis pas contre. Là, si tu me dis, ah non, Aldo a absolument gagné ça, je vais pas aller m'ostiner avec toi. Je pense pas qu'il mérite un title shot. Autant je suis un gars de Nova Union, le Aldo, c'est un de mes préférés ever. Je pense pas qu'il mérite un title shot. Je pense pas que Cruz mérite un title shot, mais au moins c'est un ancien champion dans cette division-là. Au moins il a perdu son dernier combat, oui, c'est v'là 4 ans, mais oui, c'était pour la belt. Il était champion, il a perdu sa belt. C'est comme... C'est à ça... Ça se digère mieux un peu qu'Aldo. Cependant, je suis pas capable d'être down avec Cejudo. C'est comme... Tu sais, c'est ça, triple cringe, là, pis tout. Je comprends, ok. Fais ton affaire, big. Mais, moi, ce qui m'énerve, c'est que... Genre, affronte les meilleurs, man. Pourquoi tu te bats pas contre Peter Yan? Puis oui, je le sais, là, on est en pandémie. Peter Yan est sûrement pris en Russie, à quelque part. Aljamain Sterling est blessé. Mais tu sais, même après ce fight-là, il dit, moi, après ce fight-là, je veux Aldo, après, je veux Volkanovski. Gros, défends ton esti de belt, tu viens de la gagner, man. Fait que, dans tout cas... Pour ce qui en est du combat, pour être bien franc avec vous, je pense que Dominick Cruz peut être un match-up tricky pour Cejudo, de par ses déplacements, de par la manière qui est juste vraiment weird, mais weirdly effective là, debout. Et puis ça va causer du problème à tout le monde. C'est un striker qui est élite, c'est un excellent lutteur. Je pense qu'il y a peut-être du meilleur jiu que Henry Cejudo. Mais Henry Cejudo, là, il est monstrueux. Là. Entre vous et moi, c'est un des gars les plus athlétiques dans l'UFC, naturellement, médaillé d'or olympique. T'as pas le choix d'être un athlète, tu sais, incroyable pour gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Et ça paraît dans le catch. Le gars est super rapide, genre rapide, là, incroyable. Le gars hang avec Mighty Mouse, là, littéralement dans son end speed. Puis c'est pas un boxeur, mais il est devenu tellement bon debout, il est devenu tellement smooth debout. Ça lutte absolument incroyable. Je pense qu'il va absolument être capable d'amener Dominick Cruz au sol s'il met la main dessus. C'est peut-être pas la stratégie que j'adopterais pour lui, cependant. Pour être bien honnête avec vous, ça serait plus striking and clinch que essayer d'aller chercher les takedowns. Parce que comme j'ai dit, je pense que Cruz est meilleur que lui au sol. Je pense que Cruz va être en mesure de se relever ou essayer des choses au sol qui pourraient pas être super plaisantes pour Cejudo. Que tu sais, on s'entend, Cejudo au sol, veut s'installer une position, ground and pound, et puis il va juste passer à la garde s'il pense que tu vas lui donner ton dos, puis qu'il va pouvoir aller s'installer là, c'est peut-être choqué. Mais tu sais, c'est quelqu'un, on l'a vu le contre Sergio Pettis, qui a vraiment pas peur de sit dans la garde ou en demi-garde, puis de ground and pound pendant 15 minutes, puis aller chercher justement ces moments de contrôle-là qui est un peu ce qui a donné la victoire là, contre Mighty Mouse. C'est un combat très serré, debout, mais c'est les takedowns de Cejudo, même s'il n'a pas fait grand-chose avec ça. Un moment donné, c'est comme le nombre s'est juste un peu accumulé. Puis, genre, on a un round vraiment serré, presque égal de coups. Il y en a un qui a landé 2 takedowns, l'autre 0. Fait qu'on va le donner à celui qui a landé les 2 takedowns, même s'il n'a pas vraiment rien fait avec. Donc,
Je vais aller par Cejudo, avec Cejudo aussi, par décision. Sa capacité d'adaptation, hein, surtout. C'est un gars qui peut commencer à dire oh non, j'ai tel game plan, là, je me bats debout, je fais telle chose. Puis là, ça marche pas. Fait que là, oh, petit ajustement, va chercher plus de clinch. Tu sais, contre Moraes, quand il s'est rendu compte qu'il était juste vraiment plus fort physiquement que lui, d'aller dans le clinch, de le brasser bien raide. Puis tu sais, le combat a changé du tout au tout. Là, fait que. Je serais pas surpris de voir Cruz avoir des succès au début. Cejudo, c'est tout un adaptateur. Il va trouver une manière d'aller chercher la victoire dans ce combat-là. Je suis quand même assez certain. Donc, je l'ai par décision. Désolé, un petit rot d'estomac vide, ça. Décision aussi pour Henry Cejudo. Ça nous mène au combat de poids lourd. Puis les boys, man, les boys, je veux pas être le gars qui s'en vient, genre ruiner ça. Là. Je veux vraiment pas. Je veux vraiment voir deux gros dudes se taper sa gueule. Puis qu'il y en a un qui se fasse knocker solide. Mais je suis comme pas capable de pas regarder le star match-up ici puis me dire que ouais, on a comme vraiment deux counter-strikers très dédiés là, quand même. Tu sais, on s'entend. Puis je veux pas utiliser le combat de Derrick Lewis dans mon analyse. Je veux même pas vraiment utiliser ça parce que je pense pas que c'était Ngannou. Le gars était figé dans ce combat-là. On l'a jamais vu comme ça. Mais n'empêche que même dans ses autres combats, Francis Ngannou, c'est pas souvent le gars qui engage en premier. Hein? Souvent, il va laisser son adversaire l'engager, avancer vers lui, puis boum, va le plugger en counter. Puis c'est son power absolument monstrueux, combiné avec le fait que tu te fais allumer en counter pendant que tu es souvent hors équilibre ou en train de lancer quelque chose ou en train de pull back un de tes punch. Ça fait que ça frappe plus fort, mais c'est vraiment là qui est bon. Puis Rozenstruik aussi. L'affaire qui m'encourage un peu là, ici, c'est que, d'après moi, Jairzinho Rozenstruik est un peu plus willing de lead dans ce combat-là. Tu sais, on n'a pas Valentina Shevchenko contre Valentina Shevchenko. Là. On n'a pas deux personnes qui vont littéralement se regarder en attendant qu'il y en a une qui se commette, puis qu'il n'y en a jamais aucune des deux qui vont se commettre. Je pense que on a deux gars qui préfèrent counter, mais si les deux se regardent trop longtemps, j'ai l'impression que Rozenstruik va prendre les devants dans ce combat-là, du moins pour leader les échanges. Puis ça va absolument causer à sa perte. Il va se faire allumer solide en retour. Donc, j'ai Francis Ngannou par KO. Je vais y aller comme au deuxième round. Ça ne me surprendrait pas qu'on ait un super slow start dans ce combat-là. Mais ça ne me surprendrait pas non plus que, genre, dans les deux premiers échanges, il y ait un autre qui soit sur le cul à se demander c'est quoi son nom. Fait que c'est c'est mon point de vue optimiste. Je sais pas si c'est full optimiste, mais bon. 145 livres, Jeremy Stephens, Calvin Kattar, c'est un bon combat technique, de bons strikers. Et puis, c'est un peu, ben les deux sont très puissants. Tu sais, je vous le cacherai pas, les deux sont très puissants, mais j'ai vraiment la crainte pour Kattar que le power de Stephen soit trop pour lui. Parce que quand je regarde ce qu'ils font, les deux debout, les deux sont capables de tout faire. C'est des bons strikers. Ils sont capables de travailler en lead, ils sont capables de travailler en counter, se déplacent bien. Je pense que Kattar est un peu plus axé sur le. Tu sais, c'est pas un gars Dominic Cruz, c'est pas un gars de movement pis tout, mais je pense qu'il est un peu plus axé sur le déplacement que Jeremy Stephens qui aime bien avancer en ligne droite puis stalker quelqu'un. Mais ouais, j'ai peur un peu pour Kattar ici à cause du power de Stephens parce que tu sais les deux c'est dans leur style d'échanger puis c'est pas des brawlers, c'est des gars qui vont échanger des techniques de striking, ça va être beau, ça va être crisp, on s'attend pas à un brawl ici, mais tu sais quand tu échanges des techniques avec un autre très bon striker puis qu'il y en a un qui est excessivement puissant de ses deux mains, ça me fait un peu peur pour Kattar, mais j'ai comme. Tu sais, mon pick est très dur à faire ici parce que j'ai vraiment l'impression que si Kattar ne se fait pas finir dans ce combat-là, risque de gagner. Puis Stephens, oui, il finit des gars, mais il y a d'autres gars qui finissent pas. Puis je sais pas si c'est comme. Tu sais, il est très puissant, mais je sais pas si je peux me fier sur Jeremy Stephens pour knocker le gars à chaque fois qu'il gagne. Tu comprends? Ça fait que je vais peut-être y aller avec Kattar ici par décision. Et, je vais faire ça. Regardez, nous, on s'en crisse. Le PDK, j'aurais pas raison. Je pense que mon analyse est plus importante que ma prédiction. Là, fait que. Faut bien ce que vous voulez que ça, mais moi je vais prendre un petit 2 là, sur Kattar par décision. Un 2 virtuel là, parce que je gagerai pas une crise de scène là-dessus. Ensuite,
Ensuite, Greg Hardy contre Jorgen De Castro. J'ai Jorgen De Castro par KO because fuck Greg Hardy. Je suis pas vraiment confiant là, que le chum Castro va gagner ce combat-là, mais regarde, pas venu ici pour vous parler de Greg Hardy, c'est un asti de marde, il est pourri, tout le monde le sait. Et fuck Greg Hardy, j'espère qu'il va perdre chacun des combats, et ce très brutalement. Et puis, ben c'est ça, let's go Jorgen. On ne connaît pas grand chose sur lui non plus. Il est arrivé super underdog à Dana White's Contender Series, il a allumé le pauvre dos de Béret. Il a l'air d'être gros et puissant là avec, là, ça a l'air d'être... Ben sincèrement, ça a l'air d'être deux gars très gros et très puissants. Il y en a juste un qui est vraiment un meilleur athlète que l'autre. Puis tu sais, je pense que malheureusement pour De Castro, à juste 6-0, il a peut-être pas encore le niveau comme technique pour être vraiment meilleur techniquement que... Mais il va être meilleur techniquement que Greg Hardy, là, tout le monde l'est. Mais genre, je sais pas si ça va être significatif, pour être honnête avec vous. Mais j'ai quand même De Castro par KO au premier round. J'espère qu'il va te l'allumer Béret dans genre 0.4 secondes. Là, ça serait le plus beau moment de ma vie. Bref, on tombe à un combat qui me donne de la misère. Anthony Pettis contre Donald Cowboy Cerrone. Et puis ça me donne de la misère parce que je suis 100% confiant, comme absolument tout le monde d'entre vous, que Anthony Pettis est un nightmare match-up pour un gars comme Cowboy Cerrone. Mais calisse les boys. J'ai plus aucune confiance en Anthony Pettis. Là. Vraiment, là. Aucune confiance. Puis oui, Cowboy, on l'a vu avoir, tu sais. Vu se faire finir 2 fois, puis le monde dit, ah, je pense qu'il est shot, tu sais. Mais d'un, j'ai vu arriver ça chez Cowboy auparavant. Je l'ai vu perdre 3 fois en ligne. Puis après, boum, se repartir sur un streak. Ou juste, boum, revenir, puis en gagner 2, puis en reperdre un autre, puis en regagner un autre, puis en perdre 2. Puis tu sais, mais j'ai pas vu encore Cowboy. Puis oui, c'est fait ruiner par Conor McGregor. Mais c'est Conor McGregor, là, même si t'es le pire hater de Conor McGregor, le gars sait finir quelqu'un rapidement dans un combat, c'est pas mal 100% de sa gimmick. Puis Cowboy, c'est un slow starter, tout le monde le sait. Justin Gaethje, mange-toi un overhand right de Justin Gaethje en pleine gueule, puis demande-moi si tu feras pas knocker. T'sais, presque tout le monde qui s'appelle pas justement un genre de Tony, un Khabib ou quelqu'un qui est absolument élite là, dans la division, même un Poirier, un Alvarez, j'ai mal là-dedans, là, va se faire knocker par ces coups-là. Fait que on dirait que j'en veux pas à Cowboy tant pour ces défaites-là. Puis man, tu sais, Pettis, j'en ai au shade là, sur Carlos Diego Ferreira, qui est excellent, là, que j'adore, qui est un des combattants les plus excitants, il est malade, met de la pression. Lui est autant un nightmare match-up pour Anthony Pettis que Pettis à son meilleur est un nightmare match-up pour Cowboy Cerrone. Mais crime, man, il me semble que Pettis, c'est plus le gars que c'était. Puis tu sais, Cowboy n'aime pas se faire mettre la pression, est un slow starter, oui, mais Pettis met pas de pression non plus, puis lui aussi il déteste la pression, c'est les deux gars qui détestent le plus la pression, je pense, dans toute la division lightweight, ces deux gars-là. Puis tabarnouche, pour vrai, si c'est pour être un distance match-up, là, sur 3 rounds, c'est dur à dire, mais je pense que j'irai avec Cowboy. Pour être honnête avec vous. Puis là, je me dis, ça, si me semble Pettis, c'est à son meilleur à distance, c'est kick, puis tout peut sortir de quoi, le Superman Punch à travers, contre la cage, puis le boom knock Wonderboy Thompson, puis tout. Puis oui, on a tous vu la même affaire. Je suis 100% d'accord avec vous, mais il gagnait pas là, contre Wonderboy Thompson au moment où il l'a knocké. Je sais pas si vous en rappelez, mais moi je m'en rappelle très bien. Puis tu sais, oui, Cowboy est de plus en plus fragile, puis c'est ça qui rend le pic tellement difficile, mais j'ai l'impression que si les deux sont à distance pendant 15 minutes, Cowboy va lander plus de volume, puis ça va être, est-ce que Pettis peut passer le KO à Cowboy? Je crois que oui, il l'a déjà fait même, mais on dirait que plus que le temps avance, moi j'ai confiance, puis tu sais, Cowboy, quand il commence à prendre son groove au 2e pour 3e, devient très dangereux, est un des meilleurs distance strikers, lui aussi, qu'on a vu en MMA, donc le premier round va être dangereux. Si Pettis peut opérer à son range puis sortir genre un lapin de son chapeau encore une fois, va gagner, mais on dirait qu'en dedans de moi, je me dis ça va prendre ce lapin du chapeau-là pour Anthony Pettis pour gagner ce combat-là contre Cowboy Cerrone. Fait que pour vrai, je le sais que c'est pas le pic famous ici, mais je vais avec Cowboy par décision dans ce combat-là. Ensuite, c'est un combat absolument magnifique chez les poids lourds. Alexei Oleinik, le maître de l'Ezekiel Choke en no-gi,
affronte Fabricio Werdum qui revient de sa suspension de drogue et qui, c'est mon boy là, Fabricio Werdum, tabarnouche, t'es un champion du monde de Jiu, c'est comme le seul heavyweight qui peut probablement pull guard puis te soumettre dans la prochaine minute après, donc vous savez que je vais toujours être down avec ça. Mon rêve ici, c'est que les deux perdent même pas une seconde avec ça puis ils roulent, tu sais, grapple, parce que Oleinik est super weird au sol, puis je pense personnellement qu'il n'y a pratiquement aucune chance là, contre Fabricio Werdum au sol, parce que être super weird au sol, c'est bon contre la majorité des gens, mais quand tu pognes genre une turbo boostée black belt champion du monde de BJJ, un des combattants de BJJ les plus accomplis dans toute l'histoire du sport, chances are that il sait comment défendre ton Ezekiel Choke weird dans Nogi. So, je pense pas qu'Oleinik a vraiment beaucoup de chance contre Fabricio au sol, puis personnellement, ce que je pense qui va arriver là, c'est que Oleinik va y aller avec sa stratégie habituelle, c'est-à-dire balls to the walls pour 5 minutes parce que c'est tout ce qu'on a. Puis, debout, Oleinik est vraiment très très wild, super ouvert à se faire complètement allumer. Puis Werdum a quand même un très bon Muay Thai. T'sais, sauf quand il court après Travis Brown pour le front kick dans la face au début du combat. Quand même un gars qui est réfléchi dans ce qu'il fait, qui prend pas trop de chances ridicules pour rien. Donc j'ai Werdum par KO au premier round. Je sais même pas si on va avoir le temps de se rendre au sol, cette niaiserie-là. Ensuite, je vais y aller vite parce que je vais garder ça en dedans d'une demi-heure pour vrai. Carla Esparza, Michelle Waterson. Je vais y aller avec Michelle parce que j'ai l'impression que Carla, dans le fond, Carla, elle s'est rendue compte qu'elle est juste bonne en lutte. Puis elle a comme arrêté de vouloir être une bonne striker. Fait que ce qu'elle fait, c'est qu'elle reste full loin de son adversaire. Puis là, elle leap in avec un overhand puis elle essaie des takedowns. Puis c'est une excellente lutteuse puis elle réussit souvent. L'affaire, c'est que Michelle Waterson, c'est la karate Audi. Fait que tout le monde est là, son karaté est bonne debout, des leg kicks, des kicks, des affaires. Puis Michelle Waterson là, est à son mieux sur son dos à soumettre des gens par guillotine, par triangle. Personnellement, je pense qu'elle va soumettre Carla. J'ai ça au deuxième round. Ensuite, combat qui me fait mal au cœur, pour être bien honnête avec vous. Uriah Hall, Jacare Souza. Puis man, je voulais jamais avoir à faire ça, ok? Parce que Jacare, c'est mon boy, c'est un de mes fighters préférés de tous les temps. Je suis un gars de Jiu, vous le savez, c'est probablement le meilleur combattant de Jiu de l'histoire après Damon Maia, là, selon moi. L'affaire, c'est que Jacare ne lance plus de takedown. Puis quand il lance, il a comme plus la drive qu'il avait. Il est encore gros, fait encore peur aux gens. Mais c'est un gros stalker qui avance puis qui lance pas vraiment beaucoup de volume. Puis ça fait que ses takedowns sont un peu télégraphiés. Puis on a vu Uriah Hall contre Carlos Jr. qui... Carlos Jr. n'a pas la lutte à Jacare selon moi, mais Uriah Hall est tellement explosif, athlétique. Puis si tes takedowns sont télégraphiés, le simple fait qu'il est super explosif va réussir à défendre la majorité de tes takedowns. Puis ça me fait croire que peut-être Uriah Hall va juste, à quelque part au troisième round, sortir un grand Uriah Hall de son chapeau puis knocker Jacare Souza. C'est ma prédiction. Autant malheureuse qu'elle peut être. Ensuite, Vicente Luque, Nico Price, c'était absolument magnifique la première fois que c'est arrivé. Ça s'était fini dans un super beau Darce Choke de la part de Luque. Nico va toujours être le fighter dangereux parce qu'il est weird. Tu sais, pas vraiment un bon striker, mais ce gars-là, comme du power là, dans ses mains qu'on a rarement vu dans cette division-là, pour être honnête avec vous, là, pour genre péter les genoux à Tim Means parce qu'il l'a frappé tellement fort dans la face que quand il s'est knocké, ses jambes ont juste lâché. Puis ses jambes sont restées debout. Le gars, il avait deux pieds là, à terre, là, le 10 toes down, comme on dit, mais il était quand même tombé sur le côté, puis plié, puis tout pété. Fait que, regarde, il faut faire attention pour Luque, mais j'ai vu Luque contre Perry, Platinum Mike qui frappe très fort, puis il a survécu. J'ai vu Luque contre Wonderboy faire tellement bien que, tu sais, Vicente Luque, c'est vraiment un top. Je pense qu'il va gagner ce combat-là par TKO au deuxième round. Ensuite, Bryce Mitchell, Charles Rosa. C'est ce combat-là qui me fait peur quand je parle d'accès égal au gym, parce qu'on a le chum Charles Rosa qui est en Floride, qui est au ATT, c'est une business essentielle, s'entraîne avec des training partners, business as usual. Peut-être pas un aussi gros camp que d'habitude, mais un camp d'entraînement, fait que ça fait que, man, Bryce Mitchell, je sais pas c'est quoi son setup, lui genre en Oklahoma, pas en Oklahoma, si, arrête pas de dire, c'est que je suis calme, pourquoi je vais... fuck pas, je me rappelle plus de ce qui vient, Bryce Mitchell. Mais bref, il veut ses camo shirts, tout ça, Oklahoma, Alabama, dans ces coins-là. Faut que je le cherche, Steven. Quand ça,
je m'en rappelle pas, man. Bryce Mitchell. Mais bref, ce que j'essaie de dire, c'est que j'ai comme l'impression que t'as un gars qui va arriver comme en fight shape, en Charles Rosa, puis t'as un gars que je ne sais pas dans quel état va arriver, en Bryce Mitchell. Arkansas, ben oui, l'Arkansas. Hey, gros, je comprends pas, j'ai oublié ça, quel style d'état bâtard. Mais, non, c'est ça. On a deux gars qui sont strictement des grapplers, là, ici ou presque. Là. Je pense que Mitchell a peut-être une meilleure lutte que Rosa, mais Rosa, on l'a vu là, contre Manny Bermudez, qui est un des meilleurs grapplers. Ils ont grapplé, Bermudez avait le dessus, puis, man, Rosa, tu as passé un armbar au sol tellement slick, tellement tête que l'autre, il a pas le choix de verbal tap parce que c'est rentré tellement vite que si verbal tapait pas tout de suite, il se faisait littéralement péter le bras, là. C'était vraiment beau, vraiment tête. Fait que j'ai comme l'impression que Rosa, qui est dangereux comme ça, à la base au sol, man, contre un gars que je sais pas quel genre de camp va avoir eu, quel genre de fight shape il va être dedans, puis qui est un grappler lui avec, je vais aller pour l'upset ici avec Charles Rosa par soumission au deuxième round et le dernier combat de la soirée, c'est Ryan Spann contre Sam Alvey, puis j'ai Ryan Spann par first round KO, puis je pense pas que j'ai besoin de vous en dire bien plus là-dessus. Mes petits boys, fait que ça va compléter mes analyses et prédictions pour cette carte-là. J'espère que vous êtes plus hype que moi. Moi, je suis pas hype, je vais l'écouter pareil. Là. On va sûrement faire des affaires sur la page, peut-être comme d'habitude. Donc, stay tuned. UFC 249. Je devrais être de retour au moins 600 fois cette semaine là, pour vous présenter mes analyses et prédictions de toutes les Fight Night absolument horribles qui vont suivre ça, que j'ai encore moins d'intérêt à voir que cette carte-là. Donc, regardez. Merci tout le monde. À l'approach. Et, ciao.